Beware the beast man, for he is the devil's pawn. Alone among God's primates, he kills for sport, or lust, or greed. Yea, he will murder his brother to possess his brother's land. Let him not breed in great numbers, for he will make a desert of his home and yours. Shun him, for he is the harbinger of death. Bienvenue dans l'épisode 5 de Cornelius Enzira. Cornelius Enzira, un podcast consacré à la culture bis et plus particulièrement à la planète des singes. Alors pour ceux qui prendraient le train en route, eh bien sachez qu'aujourd'hui on va parler du secret de la planète des singes, Beneath the Planet of the Apes en VO. Donc dans l'épisode 2 de Cornelius Enzira, j'avais évoqué le roman de Pierre Boulle, donc le livre par lequel tout avait commencé. Ensuite dans l'épisode 3, j'avais évoqué la pré-production de Planet of the Apes. Donc comment Arthur P. Jacobs avait obtenu les droits et comment il a réussi à convaincre la Fox de produire le film. Ça lui a quand même pris quelques années. Et dans l'épisode 4, j'avais fait un épisode un petit peu particulier parce que je me suis amusé à faire des commentaires audio. Donc en fait, l'épisode 4, vous pouvez l'écouter en même temps que vous regardez le DVD. Après, il a été pensé pour que ça fonctionne également si vous faites autre chose en même temps. Et aujourd'hui, pour cet épisode 5, ça va être un épisode un tout petit peu particulier encore une fois, parce que, pour une fois, je ne vais pas être seul, car aujourd'hui, j'accueille Master Fred du podcast Geek et Légende. Salut Fred. Salut Dr Zaïs. Ça va bien? Ah ouais, écoute, ça va très bien. Je suis ravi que tu sois là. Ouais, alors... moi aussi, ouais. Ravi et flatté aussi que tu m'aies invité dans ton podcast, qui est vraiment d'une grande qualité. Donc, je suis vraiment content de participer avec toi à tout ça. J'espère que je serai à la hauteur de tes attentes et des attentes aussi de nos auditeurs, voilà. Moi, j'en doute pas une seule seconde, et je suis ravi que t'aies répondu présent à l'invitation. Bon, ça, en même temps, ça faisait un petit moment qu'on voulait faire quelque chose ensemble, mais ouais, ça fait peut-être un moment qu'on se Skype, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon, peut-être qu'on en parlera peut-être plus à la fin. Ouais. On va pas faire patienter nos auditeurs. On va peut-être avant. Même si je pense que la plupart des gens qui écoutent Cornelius Enzira doivent écouter Geek et Légende. Pour les 3 ou 4 qui connaîtraient pas, est-ce que tu peux très rapidement expliquer le concept de Geek et Légende? Je suis flatté. Tu fais ça comme si on était un gros podcast. Donc alors, Geek et Légende, c'est le podcast des mythes et légendes modernes qu'on fait à 3 avec Philou qui s'occupe plus de la partie série, avec Stéphane qui s'occupe plus de la partie musique, et puis moi plus pour le cinéma. Et puis donc on met un petit peu en perspective certaines thématiques de la culture pop, que ce soit par exemple les zombies. On avait commencé par les zombies, et puis tout dernièrement on a enregistré un podcast en 3 parties qui fait je crois il fait 6 ou 7 heures au total, sur Tintin et l'œuvre d'Hergé et Tintin plus particulièrement. Voilà, on a enregistré ça il y a quelques semaines, il y a même pas quelques semaines, il y a une semaine à peine. Voilà, ça va être en ligne dans quelques jours. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va peut-être on en reparlera peut-être un peu plus longuement dans la conclusion de l'épisode, et on va pas faire patienter nos auditeurs. Problème. On va tout de suite aller directement révéler les secrets de la planète des singes. Ah oui, d'ailleurs, petite chose importante, le film date de 1970. On va partir du principe qu'a priori vous l'avez déjà vu, et dans tous les cas, on va pas pouvoir faire autrement que de spoiler la fin du premier, et peut-être même que dans la conversation, on va un peu spoiler les autres films. C'est pas impossible. Donc voilà, si jamais vous connaissez absolument rien de la saga Planète des Singes et que vous voulez d'abord découvrir par vous-même, va falloir faire attention. Peut-être qu'on vous mettra en garde quand on fera des gros spoilers, mais dans tous les cas, on va très rapidement, à mon avis, flinguer la fin du premier. Donc si vous l'avez pas vu, si vous n'avez pas vu celui de 1968 avec Charlton Heston, arrêtez maintenant, faites pause, regardez-le, ça va vous prendre 1h50, et puis revenez. Encore mieux, regardez-le en écoutant l'épisode 4, là vous serez au top. Oui, c'était excellent ce que tu avais fait. C'était très différent. C'était la première fois que j'entendais faire ça dans un podcast. Enfin, même la première fois, je trouvais que c'était une très super bonne idée. En plus, t'étais vraiment bien calé. C'était extra. Ouais, après, peut-être après, on pourra en rediscuter de comment l'idée m'est venue. Mais bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le générique. Et puis, voilà, le temps de boire un verre ou de fumer une clope. Et puis, on va attaquer tout de suite, quoi. My God, it's a city of apes. The only good human is a dead human. If you are caught by the gorillas, you must remember one thing. What's that? Never to speak. What the hell would I have to say to a gorilla? Oh, but you don't understand. Only apes can speak. Not her and not you. If they catch you speaking, they will dissect you and they will kill you in that order. Help me! You asked me to help you?
man is he is capable of nothing but destruction. In one of the countless billions of galaxies in the universe lies a medium-sized star. And one of its satellites, a green and insignificant planet, is now dead. Donc sur le sommaire de cet épisode de Cornelius on Zira, magnifique, on va vous présenter déjà donc tout ce qui a concerné la préparation du film. Après se pencher un petit peu plus sur le casting parce qu'il y a pas mal de choses à dire. L'équipe technique, rappeler un petit peu ce que les gens de l'équipe technique ont fait, même si on va pas vous faire tout le générique. Bon, au moins c'est intéressant. Après un petit résumé du film évidemment, les étapes qui ont mené au développement du scénario, parce qu'il y a eu pas mal de choses là-dessus. On va s'attarder un petit peu sur la critique, là il y a des choses à dire, hein, Dr Zaius. Ouais, ouais. Et après une petite conclusion. Donc voilà à peu près le plan qu'on a décidé de faire. Ouais, donc on va rappeler rapidement déjà, donc pour ceux qui auraient pas écouté l'épisode 3 ou qui connaîtraient pas forcément l'histoire, donc ce qu'il faut savoir c'est que la Fox, donc en 1964, enfin ou 63, je sais plus, en tout cas le roman sort en 63 et la Fox en 64 essuie un gros bid, enfin pas un bid, mais donc ils sortent Cléopâtre. Et ça a été une super production qui a pas rapporté autant que ce qu'ils espéraient. Je pense peut-être même qu'elle a rapporté moins. Tout ce qui est montant, c'est pas des choses qui m'intéressent vraiment. Mais toujours est-il que avant même la sortie donc le tout premier qu'on va appeler Planète pour faire faire les choses simples. Et puis on parlera de Beneath pour la suite. Donc je reprends. Donc ouais, la Fox était pas super bien en point économiquement. Donc c'est pour ça qu'ils ont un peu eu du mal à se lancer dans le projet. Et en fait, dès les premiers résultats, donc Excuse-moi, je t'interromps juste 2 petites secondes sur Cléopâtre. En fait, Cléopâtre est reconnue dans l'histoire du cinéma dès que tu t'intéresses un petit peu à l'histoire du cinéma américain notamment. Cléopâtre, donc le film de Mankiewicz, c'est reconnu comme étant un des gros échecs et qui a amené après les studios à changer de politique. Donc tous les grands films en costume qu'on a pu voir, donc c'est un film avec Liz Taylor et Richard Burton. Ça a été, l'histoire de ce film, ça a été un naufrage total, quoi. Il y a ça, il y a aussi La Porte du Paradis, aussi de Cimino qui a changé aussi complètement et qui a amené le nouvel Hollywood. Donc pour le remettre un petit peu en contexte au niveau de l'histoire du cinéma américain, voilà, c'était juste une petite remarque par rapport à ça. Ah, mais une remarque hyper pertinente et je t'en remercie. Je t'en prie. Et comment, ouais, en tout cas moi le film Cléopâtre, moi je l'aime bien personnellement, mais c'est vrai chouette, que ce que tu dis ça a effectivement vachement d'importance parce que notamment c'est aussi pour ça qu'un type comme Charlton Heston a un peu changé son fusil d'épaule parce que donc lui qui a joué dans Ben-Hur, qui a joué Moïse, c'est là aussi il a compris qu'il fallait peut-être un peu changer. C'est je pense des choses comme ça qui l'ont aussi convaincu de se lancer dans un projet comme Planet of the Apes parce que a priori la science-fiction c'était pas trop son truc quoi. Ouais, mais vas-y, je t'en prie. C'est aussi Planet of the Apes qui a amené, j'avais noté ça dans la préparation, avec de toute façon l'année 68, et on en avait même discuté ensemble, hein. L'année 68 est clairement une année charnière pour la science-fiction, avec Planet of the Apes d'abord, et puis aussi et surtout, je dirais 2001 l'Odyssée de l'espace. Avant la science-fiction qui était quand même un genre pour les gamins, on va dire, de divertissement, on s'est rendu compte que la science-fiction pouvait être chargée, véhiculer des messages adultes, des messages politiques, et puis des messages aussi qui réfléchissaient sur l'avenir de l'homme, notamment dans 2001. Voilà, c'était, on était même dans la transcendance, même carrément avec 2001. Voilà. Ouais, et 68, attention, autre film extrêmement important, La Nuit des Morts Vivants. N'oublions pas La Nuit des Morts Vivants, quoi. Et bon, puis après, ouais, si tu rajoutes à ça, Il était une fois dans l'Ouest ou Bullitt, enfin 68 l'année-là, mais pour les cinéphiles, c'était. Ouais. Mais bon, là, on est en train de. Nous dérivons. Oui, de toute façon, je pense c'est un peu notre marque de fabrique. On va beaucoup dériver, je pense. Donc oui, toujours est-il que Planet of the Apes, ça a été une excellente surprise pour la Fox parce que dès les premières semaines, ils se sont rendus compte au box-office que ça marchait vachement bien, quoi. Donc très vite, ils ont eu l'idée de faire une suite. Alors faire une suite à l'époque, pareil, on est avant Les Dents de la Mer, on est avant Star Wars, et l'idée d'une suite qui rapporte de l'argent, c'est une idée un peu saugrenue à l'époque. Je dis pas qu'il y avait pas de suite, il y en avait, d'ailleurs surtout dans les films, dans les films à petit budget. Ouais, mais en la série B, clairement, les suites. Voilà. Ouais, mais c'était un peu de notoriété publique.
que les suites ne rapportaient pas beaucoup d'argent finalement. Et puis peut-être aussi qu'il y avait une histoire d'image, que ça faisait un peu qu'un grand studio comme la Fox fasse une suite, ça, il y avait un côté un peu incongru. Mais toujours est-il que l'idée aurait germé dans l'esprit de Stan Hoff, donc qui était un VP à la Fox, et d'ailleurs qui plus tard a produit la série télé et la série animée. Et donc l'idée, c'est lui qui l'aurait soumise, je pense d'abord à Mort Abrams, qui était l'associé, le producteur associé donc de Abjac, donc la société de Arthur P. Jacobs, celui qui a produit tous les films de la saga. Et donc rapidement ils se disent il faut qu'on rempile. Et honnêtement, le but c'est juste objectif thune quoi. C'est refaire de l'argent quoi. J'ai vu aussi que Jacobs avait vu aussi des files d'attente pour Planète. Et qu'il s'était dit, voilà, ce serait peut-être pas con de faire ça. Alors peut-être qu'effectivement, ça s'inscrit certainement dans le contexte que tu dis, mais bon. Jacobs aussi avait. De toute façon, là-dedans, tout le monde a eu envie de recroquer. Hein. Ouais. C'est ça. Ils étaient comme le loup de Tex Avery avec les $ dans les yeux, quoi, carrément. et donc l'idée, ils se sont dit, on n'a qu'à reprendre les mêmes et recommencer, quoi. Hein. Reconduisons une équipe qui gagne. Sauf que là, il va y avoir le premier très gros hic, c'est que Franklin Schaffner, qui est pour beaucoup dans le succès de Planet of the Apes, qui est pour beaucoup dans le fait que c'est un très grand film, lui, il était déjà engagé sur Patton. Je pense que tu auras envie de revenir dessus un peu après, à mon avis, Martin. Ouais, tout à fait, ouais. Et qu'il a embarqué dans ses valises Jerry Goldsmith, qui était le compositeur qui également a donné beaucoup de personnalité, je trouve, à Planète. Donc déjà, on attaque sans le réalisateur originel et sans le compositeur, donc le projet part tout de suite avec du plomb dans l'aile. Et d'autant plus de plomb que Roddy McDowall, lui aussi, donc Roddy McDowall qui jouait le rôle de Cornelius, donc lui, il était engagé sur un autre projet, sur son premier film en tant que réalisateur. Alors, à ce moment-là, Roddy McDowall n'avait peut-être pas l'importance qu'il aura ensuite dans la saga, vu qu'il va jouer dans tous les autres films, à part Beanies, bien sûr, et qu'il va également jouer dans la série, il va jouer le rôle de Galen. Et donc, peut-être qu'en termes à l'écran, finalement, il n'est pas tant que ça, finalement, dans Planète, même si... mais c'est un acteur incroyable et il avait apporté beaucoup, ça je l'ai expliqué dans l'épisode 4, donc il avait trouvé beaucoup d'idées d'acting, la manière de jouer les singes, tout ça venait de Roddy McDowall. Donc c'est quand même une grosse partie de la personnalité, j'ai envie de dire, du film originel qui disparaît également avec Roddy McDowall. Et le couple en plus avec Kim Hunter donc qui interprète Zira marche tellement bien en plus. C'est vrai qu'ils sont super mignons dans le film, dans tous les deux, ça marche super bien. Ça, ils sont certainement marqués aussi le public à l'époque. Oui, de toute façon, on va avoir l'occasion d'en reparler un petit peu quand on fera la partie casting. Non, mais il y a aucun problème. Mais c'est pour ça que là, les studios, ils se sont dit, il faut absolument que Charlton Heston soit à l'affiche. Parce que là, déjà, c'était Charlton Heston qui avait permis, clairement, en acceptant de faire en acceptant de jouer dans Planète, c'est Charlton Heston qui a permis vraiment que le film marche. Et donc, il le voulait absolument. Il fallait que son nom soit sur l'affiche de Beneath. Le problème, c'est que Chuck Heston, il avait vraiment pas envie de rempiler, parce que son propos qui on va avoir l'occasion d'en reparler à mon avis, lui il est parti du principe que tout avait été dit dans le premier film et qu'il n'y avait plus rien à rajouter. Donc pour moi Chuck là-dessus il était visionnaire. Mais t'as entendu ce qu'il déclarait? Il déclarait qu'après les films suivants ne seraient que Tales of the Monkeys. Voilà. More Adventures Among Monkeys, exactement. Donc en gros, littéralement des aventures supplémentaires parmi les singes, quoi. Et donc lui, il est vraiment pas intéressé par le rôle. Alors, ce qui a joué, c'est qu'il y a son agent aussi qui a un peu essayé de faire monter la sauce. Alors, je m'explique. Pour le premier film, il avait été négocié que Heston toucherait $250,000 plus 10% des recettes. Donc là, pareil, il avait été plutôt visionnaire. Et parce que sur le papier, que Planet of the Apes rapporte beaucoup d'argent, c'était peut-être pas écrit d'avance, mais finalement, ça n'a pas été le jackpot du siècle. Mais à mon avis, les 10%, ça a dû quand même, voilà. Mais encore dans les épinards, sûrement. Ouais, il a dû se faire des belles vacances en 68, à mon avis, Heston. Et donc, tout naturellement, pour la suite, son agent a dit, on veut le même deal. Sauf que dans leur idée, à la prod, ils s'étaient dit que Heston, il aurait peut-être pas le premier rôle et qu'il y aurait que 7 à 8 jours de tournage pour lui. Donc la pilule était peut-être un petit peu dure à avaler. Alors, est-ce que c'est l'agent de Heston qui était vraiment très gourmand, ou est-ce que c'était téléguidé par Heston qui voulait trouver un moyen de faire capoter le deal? On n'en sait rien. Toujours est-il que Dick Zanuck, donc
Dick Zanuck, qui donc était producteur à la Fox, donc lui, il va peser de tout son poids là-dedans. Il va reprendre un peu tout le monde entre quatre yeux en leur expliquant, dites donc, quand personne ne croyait en Planet of the Apes, celui qui a mouillé sa chemise, celui qui a pris des risques, c'est moi. Et maintenant que tout le monde a bouffé à la gamelle, personne veut me renvoyer l'ascenseur. Et donc, Charlton Heston, qui, selon moi, est un bon gars et qui n'a pas la mémoire courte, il aurait trouvé un terrain d'entente avec lui. Et donc, il aurait conclu un deal avec Zanuck en disant qu'il était OK pour le faire pour un cachet de $50,000. Et alors, $50,000 de 1968, je sais pas ce que ça peut représenter. Mais en gros, ce qu'il a négocié également, c'est que l'argent de son cachet soit reversé à une école préparatoire. D'ailleurs, un petit truc marrant, l'école s'appelle Harvard, mais c'est pas la première fois que je l'ai lu, je fais tiens, il voulait qu'il donne à l'université, mais non. En fait, c'est une école qui s'appelait Harvard, c'était une école préparatoire. Je sais plus si c'est une école où lui il a été ou son fils allait. J'avais lu ça, je crois que c'était l'école justement où il est allé, il me semble. Ouais. Et enfin bref, toujours est-il que voilà, c'est comme ça qu'ils se sont mis d'accord quoi. Et bon, alors, ce qui aurait facilité le deal, c'est que Dick Zanuck aurait assuré à Heston que le personnage de Taylor serait tué au cours de l'histoire et que donc, quoi qu'il arrive, il ne rejouerait plus jamais dans aucun film estampillé Planet of the Apes. Il voulait même mourir au début, je crois, hein, non? C'était quelque chose comme ça. Ce qui était prévu, voilà. Il était prévu, donc il s'était mis d'accord là-dessus, c'est qu'il mourrait enfin, voilà, ça a été rapidement conclu que dès le début du film, Taylor serait tué. Donc voilà, c'est pour. Donc, et puis, faut dire aussi, voilà, un mec comme Charlton Heston, il était bien au fait du business et en fait, même s'il avait pas envie de rempiler, il comprenait parfaitement la position de la Fox et donc du coup, ouais, il était OK pour les aider à faire rentrer de la thune, quoi. Et donc voilà, c'est pour tout ce faisceau de raisons que Heston a accepté d'enfiler de nouveau les haillons de Taylor. Le truc sur lequel je veux insister, c'est que la principale raison de la tiédeur d'Heston, c'est que le concept de base, le concept de la suite, c'est qu'il le trouvait plutôt faible. Taylor. Where is he? Alors le casting va être composé, donc hormis effectivement, tu l'as dit, de Charlton Heston qui va revenir dans le rôle de Taylor. On a aussi Linda Harrison qui va revenir dans le rôle de Nova. Exact. Donc alors c'est la femme de Jacobs, c'est ça, on est d'accord, hein? Non, la femme de Dick Zanuck. En fait, Dick Zanuck, ouais, au moment du film, je crois que c'était encore que sa petite copine. Et donc c'était déjà voilà, c'est pour ça qu'elle avait intégré le projet, hein, clairement. C'est parce que c'était la copine de Zanuck, mais elle avait quand même des ambitions. Elle voulait être actrice. Hein, c'est pas non plus, elle est pas juste arrivée là parce que c'était sa nana. Hein. Elle est devenue sa copine parce que elle était apprentie actrice. Et donc du coup, dans un premier temps, elle avait fait les tests maquillage pour le rôle de Zira. Donc en fait, sa toute première apparition dans la planète des singes, dans des scènes qui ne sont pas restées, elle a joué Zira. Tiens, d'ailleurs, je crois que c'est trouvable sur YouTube. Peut-être je le mettrai sur les tests, ouais. Ouais, je pense que j'essaierai de le mettre sur la page Facebook de Cornelius Enzira. Et ouais, donc les premiers make-up tests, c'était elle qui faisait Zira. Et donc ensuite, ouais, on lui a filé le rôle de Nova. Le rôle de Nova. Ouais. Et d'ailleurs, c'est parmi ses rares rôles au cinéma parce que elle a joué également dans Cocoon, si je dis pas de bêtises. Plus tard, hein, Cocoon qui a été produit par Dick Zanuck, parce que autant l'évoquer tout de suite. Ce qui va également un petit peu mettre du plomb dans l'aile dans Beneath the Planet of the Apes, c'est que Dick Zanuck va pendant la préparation du film se faire évincer de la Fox par son propre père. Donc bonjour l'ambiance quoi. Et ça va sûrement aussi marquer le ton nihiliste qu'a le film, hein, certainement, surtout la fin. Ouais, hein. Oui, on va avoir l'occasion d'en reparler de toute manière. Ouais. Mais donc par la suite, cela dit, il a eu quand même plutôt une belle carrière, Dick Zanuck, parce que c'est lui qui a produit Les Dents de la Mer. Il a produit vraiment pas mal de bons trucs après Planet of the Apes. Un peu revanchard d'ailleurs, il déclarait qu'il avait dans sa carrière produit et fait plus de thunes que n'en avait fait son père avec tous ses films. En gros, il faisait un concours de beats si tu veux avec son père. Mais et d'ailleurs, là j'ai un peu le doute, mais il me semble que c'est lui qui a produit le remake de Tim Burton. Ouais, bon bref. Peut-être bien, on avait regardé ça, il me semble qu'il avait participé à ça.
Voilà, je te redonne la parole. Donc alors justement Kim Hunter, tu en as parlé, donc c'était dans le rôle de Zira. Donc elle avait joué dans Un très mauvais de mes désirs. J'avais regardé en fait dans un des rôles très importants d'un très mauvais de mes désirs, donc avec Vivian Lee et Marlon Brando. Elle jouait en fait le troisième rôle. C'est pas Blanc, je vais plus me rappeler du nom du personnage. Donc adaptation de la pièce de Tennessee Williams. Et c'est vrai qu'après, sinon Kim Hunter, en fait, moi j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette actrice-là sur d'autres productions, d'autres choses, hormis Un très mauvais de mes désirs. J'ai regardé un petit peu dans sa filmo. Il y a rien de très très notable. Donc alors on a parlé d'Harrison et Maurice Evans. Donc par contre, juste revenir sur un truc sur Kim Hunter, pour la convaincre, pareil, c'était un peu dur de la convaincre parce que elle a assez mal supporté toutes les séances de maquillage pendant Planète. Et d'ailleurs, elle, c'était carrément limite dédoublement de personnalité en fait, parce que elle avait du mal déjà, voilà, le fait fallait se lever tôt le matin, et puis ça devait être quand même assez désagréable de se faire poser des prothèses pour ressembler à un singe pendant pendant 3 heures. Et donc elle le vivait plutôt mal, et surtout le fait de ne pas voir le reflet de son visage de toute la journée. Et d'ailleurs, elle raconte une anecdote qui est quand même assez dingue. Sur la fin du tournage donc du premier film, elle a eu le temps, elle a été faire une sieste, mais voilà, hors de question d'enlever ses prothèses pour qu'elle fasse une sieste. Elle a expliqué d'ailleurs que c'était un peu chiant faire la sieste, fallait se mettre d'une certaine manière pour pas écraser les prothèses et pour pas trop décoiffer la perruque. Et en fait, elle s'est endormie et pendant sa sieste, elle a rêvé qu'elle était devenue un singe, mais vraiment, qu'elle n'était plus un être humain. Mais le problème, c'est que quand elle s'est réveillée, si tu fais ce genre de cauchemar, tu te réveilles, tu te regardes dans la glace et t'es rassuré, tu vois ton reflet, mais quand elle a vu son reflet, elle a vu un putain de chimpanzé, quoi. Et qu'apparemment, elle était mais en pleurs et qu'elle arrivait pas à se calmer, quoi. Et que tout le long du tournage, elle tournait au Valium. Et d'ailleurs, Linda Harrison aussi, parce qu'un coup, elle raconte que Linda Harrison l'a vu prendre du Valium et qu'elle dit, ah, t'as quel dosage? Et genre, quand elle lui dit son dosage, Linda Harrison, elle dit genre qu'elle prenait 5 fois plus, quoi. Juste ça pour dormir, je crois, c'était ça. Ouais, voilà, quoi. Donc ça fait, enfin, bref. Donc toujours dit que, ouais, ça, il a fallu déjà la convaincre. Et en plus de ça, elle était assez mécontente de ne pas tourner de nouveau avec Roddy McDowall, parce que justement, comme tu le disais fort justement, l'alchimie qu'on voit à l'écran, elle était également en dehors. Et donc, elle était vraiment déçue de pas rempiler, mais bon, finalement, elle a quand même rempilé pour celui-là, et puis elle remplira pour le film d'après, pour la suite, pour Escape, le film qui suivra. Taylor? No, not Taylor. My name's Brent. James Franciscus, voilà, qui va jouer un peu ça va être la star du film en quelque sorte, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, donc qui joue le lieutenant John C. Brent, qui est un acteur de télé essentiellement, qui a joué qui jouait dans la série Mr. Novak, qui est essentiellement un acteur de télé. Et alors, donc ce que j'ai noté, qui était assez marrant, c'est que il apparaît donc juste un an avant, en 1969, dans un film qui s'appelle La vallée de Gwangi. Alors comme ça te dit quelque chose, ça te parle? Ah bah forcément. Voilà, oui, forcément. C'est une sorte de croisement illégitime entre un western et un film de monstres. En gros, vous avez un groupe de cow-boys qui part sur une île déserte et qui vont se retrouver un petit peu devant genre un petit peu le monde perdu, tu vois. Et tout à fait, ouais. Et donc tu as des cow-boys qui tirent sur des dinosaures, et on peut voir donc certains extraits de ce film dans Le Grand Détournement de Michel Hazanavicius. Tout à fait, les fameux dinosaures partouzeurs de droite. Exactement, voilà, c'est ça. Ce sont eux effectivement. Ouais, donc ça, nos auditeurs cinéphiles vont reconnaître ça. Oh oui, je pense que ça c'est un truc, c'est un truc qui est assez connu, ouais. Il paraît qu'on a repéré des animaux préhistoriques partouzeurs de droite dans les parages. Comment peux-tu croire les conneries pareilles? Alors on a James Gregory aussi dans le rôle du général Ursus. Alors général Ursus, c'était marrant puisque c'était Orson Welles au départ. Il voulait la production du film voulait caster Orson Welles pour faire le film, et Orson Welles a refusé parce que, enfin, c'est ce que j'ai lu. Hein, après, tu me diras si tu as ça aussi, parce que il ne voulait pas jouer avec un masque. Ouais, tout à fait. C'est ce que j'ai lu également. Ouais. T'as lu ça aussi, ouais. Et d'ailleurs, alors je sais pas si c'est ce qu'on lui a rétorqué ou c'est ce qui était dit après coup, d'ailleurs, mais après tout, les Grecs anciens jouaient bien derrière les masques. Oui, mais ça va bien casser. Hein. Casser le père Orson. Voilà. Ouais. Après, je sais pas. Faut dire aussi que Orson Welles avait travaillé avec Charlton Heston. Ouais, exactement. Ouais. Sur ce fameux film. Du mal.
Ouais. Exactement. Last Call of Ouais, Duman ouais. en 1958. Donc ça, Ah. pareil pour les cinéphiles, il y a ce putain de plan séquence Ah ouais. qui ouvre le film, qui doit faire 3 ou 4 minutes, quelque chose comme ça, et qui était un vrai défi technique à l'époque, d'autant plus avec les moyens assez faibles qu'avait Orson Welles. Et c'est absolument magnifique. Hein. Ah ouais, non, c'est un vrai tour de force. Ah hein, ouais, c'est génial ici. Et là-dedans, comment Chuck est très très bien aussi dedans, hein, dans ce film. Bon, il joue le rôle d'un Mexicain, non, si Un je me rappelle. Mexicain, c'est ça, ouais, le commissaire mexicain, je me rappelle plus du nom du. C'est Quinlan qui le personnage de Quinlan Wells, mais je me souviens plus. C'est Alvarez ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment un nom très très connoté, très connoté mexicain justement pour le rôle de Charlton Heston. D'ailleurs, apparemment, ça avait été un peu houleux entre Heston et Orson Welles. Alors, c'est peut-être la vraie raison pour laquelle Orson Welles n'a pas voulu participer. Mais moi, j'avais lu de la part de Charlton Heston que lui disait qu'il avait tendance à bien aimer challenger les réalisateurs, parce que voilà, Charlton Heston, c'était un mec qui avait quand même une sacrée personnalité, et s'il trouvait qu'une idée était pas bonne, il se gênait pas pour le dire, quoi. Mais par contre, il dit que lui, il aimait bien rentrer dans l'art des réalisateurs, mais il aimait bien qu'on lui rentre dans l'art aussi. C'est-à-dire que en gros, un peu tester le réalisateur s'il était vraiment si convaincu par son idée, parce qu'il dit, si jamais le réalisateur propose quelque chose que moi je dis c'est pas une bonne idée, mais que le réalisateur arrive à le convaincre, à lui dire mais si c'est une bonne idée parce que A, B, C, D, et en fait c'est le genre de relation que Heston recherchait, quoi. Et alors ça se trouve ça a cassé les couilles à Orson Welles, hein, parce que... peut-être effectivement. Ouais. Mais en tout cas, ouais, je pense que la rencontre entre ces deux monstres sacrés, ça a dû quand même faire des étincelles, quoi. Ah oui, mais toujours est-il, Heston, lui, il y avait, je crois qu'il était question au moment d'un projet, mais Heston, lui, en tout cas, était chaud, il voulait retravailler avec Orson Welles, quoi. Donc ça se trouve, ils se sont engueulés comme du poisson pourri sur le plateau tout le long. Alors là, c'est des supputations, hein, j'ai rien lu dessus, mais à part le fait que j'avais lu qu'effectivement, que de temps en temps, les échanges entre les deux avaient un peu fait. Ouais, mais enfin bref. Désolé, je te laisse reprendre. Après, on a aussi David Watson qui reprend donc le rôle de Cornelius. Tu l'as dit, Roddy McDowall était occupé à réaliser son propre film. David Watson, j'ai pas trouvé grand chose dessus. Je sais pas si t'as des choses sur l'acteur. Non, enfin, faut dire ce qu'il y a. La plupart c'est un peu des acteurs de seconde zone. Ouais. Hein. Enfin, en tout cas. Sur le point de vue artistique, je trouve qu'il reprend assez bien le costume, si ce n'était la ressemblance physique qui effectivement est on le voit très bien à l'écran. Il campe très bien Cornelius, hein, je trouve. Il a vachement bien repris, effectivement. Tu sens qu'il a étudié la manière de jouer de Roddy McDowall et qu'il a essayé de reprendre les mêmes attitudes. Et même au niveau de la voix, de toute façon, il a été choisi parce que lui aussi, il est britannique, et donc il a été choisi pour ça. Hein. Mais alors, ils disent qu'il a pas essayé d'imiter la voix de Roddy McDowall. Et en fait, franchement, en VO, ça choque pas tant que ça, finalement. C'est vrai. Ouais. J'ai regardé aussi un petit peu en VO, parce que j'ai regardé en fait avec mon fils hier soir le film. Right. On y reviendra après, voilà, tout à la fin. Et effectivement, c'est vrai que les voix sont assez proches, des voix un petit peu aiguës, un petit peu sur un fil comme ça. Pas très un petit fil de voix pas très très puissant non plus, mais qui est très expressif en tout cas. Et dans la VF, c'est le même acteur qui double. Mais c'est exact, oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Je peux vous parler aussi des mutants. Alors là, on a Paul Richards. Donc qui joue Mendes 26. On a Victor Buono, donc Adiposo. Bon après c'est pas des personnages des noms que tu entends vraiment, hein, les mutants. À aucun moment on entend leur nom. Ouais, c'est ça. Jeff Corey aussi, Caspé, alors je suppose que c'est dans le scénario qui avait leur nom. Et donc plus intéressant, on a Nathalie Trundi qui joue donc le rôle d'Albina et qui elle pour le coup est l'épouse d'Arthur P. Jacobs. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai confondu tout à l'heure en effet. Et elle va revenir dans tous les autres films de la série des 5 films. Donc elle joue dans 4 films de la série. Elle partage ce record avec Roddy McDowall. C'est ça. Ouais. Et enfin pas tout à fait un record parce que il y a alors faut quand même Arthur P. Jacobs c'était un grand malinois, hein. Et il y avait un critique de cinéma qui faisait assez régulièrement des petits caméos dans des films, généralement pour jouer des rôles de reporter, et donc pour s'assurer ses bonnes grâces, il est dans tous les films, il est dans les 5, mais il est crédité que dans un seul. Ah, tu l'as vu aussi cette anecdote? J'ai vu ça aussi, ouais. Et il est dans les 5 films, mais il est crédité que dans un seul parce qu'il y a que dans Escape où il joue le rôle d'un humain. Sinon dans les 4 autres films il joue le rôle il est grimé en singe et donc on le voit pas. Il doit jouer un gorille justement qui assaille la cité des mutants, hein, il me semble que c'est ça. En tout cas, il est pas crédité. Il est pas au générique.
générique. Mais comme tu dis, c'est ça, c'était un échange de bons procédés, c'est-à-dire que je te file un petit rôle ou un petit cacheton de figuration, et toi tu vas m'écrire une chronique, parce qu'il était chroniqueur à Hollywood, ce gars-là, ouais. Donc revenons sur le personnage donc de Albina Nathalie Trundy. Donc elle va revenir après dans Les Évadés, dans le rôle du docteur Stephanie Branton. Ensuite, dans La Conquête, elle va jouer donc Lisa, la fiancée entre guillemets de César. Et après, donc dans La Bataille, le tout dernier, donc en 1973, elle reprendra donc le rôle de Lisa, la femme de César cette fois. Ah, donc elle, quand même, elle aura été mutante, humaine et singe. Pas mal quand même. Hein. C'est ça. Oui, elle aura joué les 3 races en fait de la saga, c'est ça, de la saga d'origine. Alors après, qu'est-ce que j'ai d'autre Thomas Gomez, donc qui joue le prêtre. Don Pedro Collé, alors qui joue Negro. Est-ce que t'as vu ça dans le... Oui, il s'appelle vraiment. Il est vraiment le générique d'origine. Il est vraiment voilà, son nom c'est Negro. Ouais, c'est ça. C'est enfin. Ouais, et donc pour les auditeurs qui n'ont pas vu le film, il est noir. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors c'est à peu près tout ce que j'ai. T'en avais d'autres, toi, à citer peut-être Non. Le capitaine Donovan Maddox qu'on voit pendant les 37 secondes à peu près. Todd Andrews. Bon, c'est plus de la figuration. C'est avec lui que donc Brent arrive sur la planète des singes. Ah ok, ouais, un rôle magnifique. Je te dis 37 secondes, hein, j'ai chronométré tout à l'heure. Ah ouais, on va avoir l'occasion d'en reparler un tout petit peu. Hein. Ouais, vraiment un tout petit peu. Bah voilà, sur la distribution, moi ce que j'avais à dire à peu près. Ouais. Tu veux enchaîner tout de suite avec l'équipe technique ? Ah bah ok, l'équipe technique, allons-y. Alors l'équipe technique, donc à la réalisation du film, on a donc Ted Post, qui est un réalisateur plutôt qui a fait des réalisations à la télévision et qui a travaillé aussi pas mal avec Clint Eastwood. Je m'explique, il commence en 1968 avec Angamai, donc qui est Pandéléo et Court, un western assez sympa qui fait un peu le chaînon manquant entre le Eastwood de Sergio Leone et le Eastwood qui deviendra réalisateur après plus tard lui-même avec des films comme José Wells sur la loi par exemple. Justement, on est un petit peu entre le western spaghetti et le western plus viril adulte américain qu'a pu développer après Clint. Et donc il va aussi réaliser donc Magnum Force en 1973. Magnum Force, c'est le 2e épisode de la série d'Inspecteur Harry. Et après, il va faire aussi en 78 Le Merdier. Je sais pas si t'as vu ça. Moi, j'ai vu ça il y a super longtemps. Film sur la guerre du Vietnam avec Burt Lancaster. Ok, non, pas vu. Et puis, il a fait aussi beaucoup de télé, non ? Énormément de télé, ouais, c'est ça. C'est vraiment un réal de télé. Alors, il a réalisé des épisodes de Columbo, je crois, et pas mal de séries comme ça. Enfin, il y a beaucoup de réalisateurs comme ça dans le cinéma américain qui travaillent essentiellement à la télé. Et alors, ils avaient pensé aussi à un autre réalisateur. Je sais pas si tu as lu. À Don Medford, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui est également issu de la télé, mais je pense que tu as des choses à dire sur lui. Don Medford, non, très franchement, j'ai pas regardé. Mais toujours est-il que, voilà, on est quand même sur, quand on parle de Post ou de Medford ou de Franciscus, on est quand même sur un truc qui s'oriente plutôt télé. Et ça, plutôt que cinéma. Et ça, forcément, on va avoir des choses à redire là-dessus. Mais je te laisse continuer. Bah, il y avait, juste petite remarque par rapport à ça. On n'était pas à l'époque de l'âge d'or de la série comme on peut être maintenant, avec des vrais réalisateurs de cinéma et qui sont talentueux et qui viennent à la télé, etc. On est plus sur du second couteau, voire seconde zone. Enfin, sans vouloir être méchant ni présumer du talent des gens qui ont fait ça. Bon, voilà. On a aussi donc le réal de la seconde équipe, Chuck Robertson, qui était un acteur cascadeur américain et qui a, alors moi j'ai regardé un petit peu la filmo du gars, donc il a fait plein d'apparitions en tant que cascadeur et en tant que réalisateur dans seconde équipe aussi, dans plein de westerns des années 50-60. Alors t'as du John Wayne dedans, t'as des films avec James Stewart, enfin t'as énormément de choses. C'est un vrai régal pour un cinéphile de lire sa filmo à Chuck Robertson. Au scénar, on va peut-être y revenir après, ou tu veux qu'on parle tout de suite du scénar? Ouais, je pense que dans l'évolution des scénarios, on évoquera les différents scénaristes, donc on peut peut-être skipper cette partie. Ouais. Ok, on fait l'impasse. Directeur photo, donc Milton Kreisner. Alors lui, c'est pareil, il avait commencé dans les années 40. Il me semble, et il a travaillé avec beaucoup de grands réalisateurs, avec des mecs comme William Wyler, des mecs comme John Ford sur beaucoup de westerns notamment. On parle 2 secondes de la musique si tu veux aussi. Ah donc, oui, vas-y, je t'en prie. Donc à la musique, on n'a plus Jerry Goldsmith, mais on va avoir donc Leonard Rosenman, qui est quand même un gars qui est assez chevronné,
compositeur de musique de film américain. Donc il a débuté sa carrière avec rien que moins que À l'Est d'Éden, par exemple, voilà, en 1955, d'Elia Kazan. Donc un des trois films dans lequel a tourné James Dean. Il continue toujours avec James Dean, mais en tant que compositeur, donc dans La Fureur de vie de Nicolas Ray en 55. Le Voyage fantastique, je sais pas si tu avais vu ça, de Richard Fleischer. Oui, bien entendu. D'ailleurs, Voyage fantastique, j'en parlais. Voilà, ouais, exactement. L'histoire du Voyage fantastique est liée à celle de la planète des singes. Mais alors, on a déjà fait pas mal de digressions. Alors, écoutez l'épisode. C'est dans quel épisode que j'en parle? Dans l'épisode 3, voilà. Et vous saurez pourquoi le destin des deux films est lié. Ouais. Donc Richard Fleischer, voilà, Soleil Vert aussi, qui avait fait Soleil Vert notamment. Ouais. Et donc pour plus récemment, voilà, Le Voyage fantastique, L'Aventure intérieure, une sorte de remake, le film de Joe Dante, une sorte de remake de ce film-là. Carrément, ouais. On est carrément dans le remake, quoi. Carrément dans le remake. Aussi un autre film extraordinaire dont il a écrit la partition, Un homme nommé Cheval avec Richard Harris. Alors là, si vous avez pas vu ça, voilà, jetez-vous sur ce film, c'est géantissime. Et après, donc Leonard Rosenman, il va aussi écrire plusieurs BO pour d'autres films de la série. C'est ça, je crois qu'il fait Le Secret de la planète des singes, et il me semble qu'après il va en faire aussi d'autres dedans. Il a fait la partition pour la bataille de la planète des singes de Jack Lee Thompson, donc le dernier de la série en 73. Et c'est lui aussi qui en 75 va travailler avec Stanley Kubrick sur Barry Lyndon pour faire tout ce qui est arrangement, parce que le score de Barry Lyndon, c'est de la musique classique essentiellement, mais c'est lui qui va arranger justement les morceaux, en raccourcir certains, en rallonger certains autres, et c'est lui qui va travailler avec. Donc j'ai découvert ça. Merci de m'avoir fait découvrir ça, Dr Zaius. Je suis pour rien, c'est toi qui as fait les recherches. De m'intéresser à Rosenman un peu. Au niveau du maquillage. T'en avais parlé dans les épisodes précédents, donc c'est John Chambers qui est à l'ouvrage. Oui, qui va d'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit en fait, qui va quand même avoir un Oscar. C'est le tout premier maquilleur à obtenir un Oscar. Alors c'est pas un Oscar maquillage, je crois qu'ils ont fait un peu sorte d'Oscar prix spécial du jury, quoi. Je sais plus comment ils l'avaient appelé, mais ouais, parce que c'était ce qu'il a fait, mais pour l'époque c'était complètement inouï, quoi. Alors après, ouais, mais cela dit, concernant les Oscars, il avait motivé l'équipe à l'époque en leur disant, vous savez quoi, les mecs, là, on a un projet, on tient un truc avec lequel on pourrait obtenir un Oscar. Donc, quand même, il avait flairé dès le départ, il avait flairé le truc, quoi. Alors, ce qui est toujours un peu pareil, dès lors que des personnes évoquent leurs souvenirs à propos d'une entreprise, quelle qu'elle soit, étrangement, les versions concordent jamais vraiment totalement. Alors, si on considère les propos de John Chambers, c'est lui qui a complètement mené toutes les opérations, c'est-à-dire la création des concepts, les tests des différents types de matériaux, la sculpture de tous les moules originaux, c'est lui qui s'est occupé de la formation des maquilleurs, même ceux de 2001 l'Odyssée de l'espace. Je vais peut-être faire une petite, je sais qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler en privé, mais petite anecdote à propos de 2001. Donc voilà, en 68 sort 2001, donc le film avec la fameuse intro, la séquence Dawn of Man, avec donc des espèces d'hommes singes qui sort plus ou moins en même temps que la planète des singes. Et d'ailleurs, alors ça c'est mon opinion à moi, je suis peut-être un gros fanboy de la planète des singes, mais pour moi, John Chambers met une méga pilule au maquilleur de 2001, quoi. Mais bon, je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais ça c'est mon opinion. Toujours est-il que les deux parties étaient au courant, aussi bien la prod de 2001 que la planète des singes, les deux savaient que les films allaient avoir un point commun. Et il a été un temps évoqué l'idée que John Chambers puisse se rendre donc sur le plateau de 2001, donc en Grande-Bretagne, pour assister à la fabrication des maquillages, histoire un peu d'échanger, échange de bons procédés, et donc peut-être pour essayer de récupérer un peu de savoir, quoi. C'était Stuart Freeborn qui était au maquillage de 2001, voilà, qui s'est fait mettre une pilée. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, effectivement. et donc ouais, dans un premier temps, Stanley Kubrick, il était ok, et puis finalement, il a annulé l'invitation, estimant qu'il pouvait y avoir conflit d'intérêts quand même. Et au final, Chambers, lui, s'en est pas porté plus mal, parce que il a estimé que déjà d'une part, il avait déjà travaillé avec les maquilleurs anglais de 2001, donc sur un film qui s'appelle The List of Adrian Messenger, donc un film de John Huston, qui en français s'appelle Le Dernier de la Liste. Et film d'espionnage, ouais. Et donc voilà, donc selon lui,
Il leur avait déjà il leur avait transmis énormément de savoir à ce moment-là. Il leur avait montré la plupart de ses techniques et que du coup, il avait absolument rien à apprendre d'eux vu que c'était lui qui leur avait tout appris. Il avait quand même une assez haute opinion de lui-même. Hein. Mais par contre, il a rajouté une anecdote moi, qui me fait marrer. Il dit que voilà, que comme il est d'origine irlandaise, c'est pas demain la veille qu'un Englishman apprendrait quoi que ce soit à un Irlandais. Ça me fait quand même marrer. Mais bon, donc pour revenir, donc voilà, ça c'est la version de Chambers. Genre, c'est moi qui ai tout fait de A à Z. Et donc oui, comme je le disais, hein, dès le départ, il a bien compris qu'il allait avoir un Oscar à décrocher et que donc du coup, que c'est un peu avec ça qu'il avait motivé ses équipes. Alors par contre, d'après Mort Abrahams, donc le producteur associé, lui, il prétend que ok, en termes de créativité, le crédit revient sans conteste à John Chambers, mais selon lui, celui qui a vraiment mis les mains dans le latex, celui qui a fait le job de terrain, c'est Dan Stripike. Donc Dan Stripike qui est crédité au générique en tant que make-up artiste. Et alors lui pareil, il a une filmo qui est longue comme le bras, hein, donc allez voir sur IMDb. Hein, il a notamment, il a bossé sur Tora, un des films d'ailleurs qui a un peu plombé les. C'est vrai que j'ai pas parlé des films qui ont plombé les comptes de la Fox. Ouais, dans le lot il y a Tora, il y a. Il y a Dr. Luke Doolittle. Star avec Julie Andrews aussi. Ouais. Et Star... Exactement, voilà. Et le Dolly dont on reparlera également, parce qu'ils vont réutiliser une partie des décors de Hello Dolly. Mais revenons-en. Alors là, on est vraiment parti dans tous les sens. J'espère que les auditeurs nous suivent encore. Restez avec nous. Et donc Stripike, donc il a bossé sur ça, sur Tora. Il a bossé sur MASH. Il a bossé sur tous les Planet of the Apes, films comme séries. Il a bossé sur Les Dents de la Mer. Donc Dick Zanuck, il a quand même su récupérer une partie des gens de Planet of the Apes. Il a également on parlait de Joe Dante plutôt, il a travaillé sur The Burbs, donc un film de Joe Dante, et il a également beaucoup travaillé avec Ron Howard, donc pareil là, ça encore une fois les connexions, hein, vu que et donc il a travaillé sur Forrest Gump, il a travaillé sur Apollo 13, bon il a aussi travaillé sur le Da Vinci Code, et il a même bossé avec Ruth Meyer, quoi. Méfiez-vous des hommes célibataires, ils regardent tous Ruth Meyer. Méfiez-vous des hommes célibataires, ils regardent tous Ruth Meyer. Non, je pense que tout le reste des secrets de fabrication, des maquillages de Planète des Singes, j'en ai parlé dans l'épisode 4. C'est pas la peine de revenir dessus parce que ils ont vraiment réutilisé la même chose. Hein. Là, pour le coup, corrige-moi si je dis une bêtise, mais ils ont réussi plus ou moins à reconvoquer la même équipe, quoi. A priori, ouais. C'est ce que j'avais aussi, ouais. Est-ce que tu veux qu'on passe sur le résumé du film maintenant ? Si t'es chaud, vas-y. Ouais. Alors, le résumé du film. 2 astronautes, le capitaine Donovan Maddox et le lieutenant John Brent, partent dans une navette spatiale, à la recherche de l'expédition de Taylor. La navette s'écrase en 3955. On en reparlera. Dans la zone interdite. Brent est donc le seul survivant du crash de la navette. Il va retrouver Nova, la compagne de Taylor, et il va découvrir donc non seulement que la planète est gouvernée par des singes, mais qu'elle abrite aussi une communauté d'hommes mutants télépathes. Alors on a aussi lors de la découverte que va faire Brent donc de la planète des singes, il va découvrir donc le général Ursus, un gorille qui va haranguer donc une assemblée de gorilles, de chimpanzés, d'orang-outans et attiser leur haine de l'homme et leur demander donc d'aller partir pour une expédition et pour récupérer des terrains parce qu'il craint que la communauté de singes ne meure de faim n'ayant plus assez de terrain maintenant. Donc dans cette fameuse zone interdite. Donc Brent et Nova qui sont arrivés près de la cité des singes vont se réfugier chez Cornelius et Zira qui ne sont plus maintenant que fiancés, ils se sont mariés depuis. Voilà, et donc et on comprend que Zira attend un bébé. Et on comprend que Zira attend un bébé, effectivement, ouais. Tout à fait. Et donc en repartant, ils vont être capturés par les gorilles et conduits dans un camp d'entraînement militaire dans lequel les humains servent de cible. Donc Zira va les aider à s'évader et ils vont donc se retrouver après dans la cité. Donc là à ce moment-là, Brent va comprendre que la planète des singes est spoiler alerte
et la Terre. Et ils vont traverser donc cette cité souterraine où ils vont découvrir notamment le métro new-yorkais et aussi d'autres bâtiments caractéristiques de New York. Ouais, on va revenir là-dessus dans la partie critique de toute manière. Ouais, absolument. Et donc ils arrivent finalement devant des télépathes, des humains qui sont mutants et télépathes. Et donc il est interrogé par ces humains, emprisonné, et il va retrouver Taylor. Pendant ce temps, l'armée des gorilles, des gorilles, oui je dis bien, Oui. va envahir donc la cité. Et Taylor, Brent arrive à s'évader. Nova est tué et dans une sorte de confrontation finale, tous les mutants, les humains mutants sont tués par les gorilles, et finalement c'est. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que ils ont une espèce de religion qui est complètement fucked up. Ouais, c'est-à-dire que ils adorent une bombe atomique. Et parce qu'on comprend, hein, donc là, double spoiler. Donc à la fin de Planète, on comprend donc le personnage de Taylor comprend qu'il y a eu des bombes atomiques qui ont explosé et qu'il était depuis le début sur la Terre. Et donc en fait, il en restait une qui était une Doomsday bombe, hein, donc une l'alpha oméga, ouais. Voilà, qui peut faire sauter toute la planète. Et ces cons-là, ils l'adorent comme un dieu, quoi. Comme un dieu, ouais, complètement, ouais. Dans une espèce de perversion de religion avec des croix à l'envers. Un peu, exactement. Certains moments, tu vois ça même. Et finalement, c'est Taylor qui va actionner le bouton pour que la bombe explose. Et donc, tu comprends à la fin que finalement la Terre a explosé. Et que logiquement, il ne doit pas y avoir de suite. Mais c'est sans compter sur le talent des scénaristes. Exactement. Le grand secret est là. I reveal my inmost self unto my God. Je pense que là, il est temps de parler de l'évolution du scénario et voilà, de voir en fait comment ils en sont arrivés à ça. Et je suis déjà en train de bien spoiler ma partie critique. Je pense que les auditeurs se doutent un peu vers quoi je me dirige. Donc dès le départ, hein, ils ont essayé quand même de reconvoquer les mêmes personnes selon ce fameux principe de on ne change pas une équipe qui gagne. Et donc, ils ont convoqué Rod Serling, qui avait été un des tout premiers à travailler donc sur l'adaptation du roman de Pierre Boulle. Donc Rod Serling, hein, je le reprécise, c'est lui qui est derrière notamment La Quatrième Dimension, rien que ça. Et donc il est contacté dès avril 68, donc vraiment très peu de temps après la sortie de Planète, et on lui demande s'il peut pas essayer de trouver un moyen de faire une suite. Et donc lui, il va partir sur une idée que les lecteurs de comics connaissent assez bien, l'idée d'un what if. Et donc il se dit, et si à la fin, plutôt que Taylor parte comme ça à cheval, qu'avant de partir, qu'avec Zaius, il conclut une sorte d'accord, et une sorte de trêve de 24 heures, pendant laquelle lui et Nova peuvent s'en aller à cheval, et Zaius lui donne l'assurance que les gorilles le laisseront tranquille, mais que par contre, une fois passé ce délai de 24 heures, il lancerait les gorilles à leur trousse, avec pour seul but de les éliminer. Et donc voilà, dans les premiers traitements de Rod Serling, il y a cette idée-là donc d'un Taylor et d'une Nova qui traversent la partie inexplorée de la planète. Donc d'abord les zones désertiques, hein, telles que celles qu'on voit au début à la fin de Planète, hein, donc la zone interdite. Mais ils finissent par atteindre des régions de plus en plus vertes. Ils commencent à rencontrer des oiseaux, des petits animaux, parce que fait important, hein, dans la planète des singes, on ne voit que des humains, des singes et des chevaux, c'est tout. Et donc là, voilà, ça aurait rajouté un peu genre, ah non, en fait, toute la faune n'a pas disparu. Puis finalement à trouver des restes de civilisation humaine, peut-être une ville en ruine. Je dis des peut-être parce qu'à mon avis ça devait être un peu écrit comme ça aussi dans les traitements, quoi. Et donc Rod Serling, en fait, ouais, il envisageait l'idée que Taylor trouve donc dans les restes de cette ville des armes, et que donc au bout d'un moment donc, il finirait quand même par se faire rattraper par les gorilles, et donc il serait traqué par les gorilles et se défendrait, mais plutôt en mode survie qu'en mode agressif, quoi. Et donc là il y aurait déjà l'idée que Nova soit abattue, ce qui provoquerait donc là la rage de Taylor, et à ce moment-là en fait
un autre vaisseau spatial arriverait sur la planète. Donc un crew composé d'hommes et de femmes, ça va avoir son importance. Et donc ça d'ailleurs, c'est une idée qui sera reprise dans certains comics qui sont sortis chez Malibu Comics. Hein. Il y a un comics dans lequel il y a cette idée d'un vaisseau qui vient du futur. Mais en tout cas, avec leur aide de ces hommes venus du futur, eh bien en fait, ils massacreraient les singes. Enfin, je dis du futur, mais en fait, c'est le passé. En fait, j'ai lu tellement de traitements que peut-être que je m'en mêle. Mais en tout cas, avec l'aide de ces hommes arrivant en vaisseau spatial, ils massacreraient les singes. Et donc, oui, c'est ça, oui. Ils viennent du futur parce qu'en fait, eux, ils ont la possibilité de voyager où ils veulent dans le temps. Et donc, ils proposent à Taylor de le ramener dans son époque ou avec eux dans leur civilisation du futur. Et en fait, Taylor déciderait de rester sur la planète avec l'une des femmes du crew pour repeupler la planète. Donc là, je peux reprendre ma fameuse phrase: quel homme ce Chuck. À lui tout seul. Voilà, donc bon, après j'ai lu également Rod Serling dit qu'en fait qu'il a fait des traitements encore plus avancés que ça et que déjà il avait déjà amené l'idée de la destruction de la planète par la bombe et tout, mais à part cette source donc qui vient d'une interview de Rod Serling, j'ai pas trouvé d'autres personnes qui disent oui c'est Rod Serling qui a eu l'idée. Et parce que ça déjà la fin de Planète, hein, le film de 68, la fameuse fin hyper iconique avec la Statue de la Liberté, ils sont plusieurs en fait à en réclamer la paternité, hein. Bah comme toujours, hein, mais bon, la plupart des gens quand même s'accordent à dire que c'est une idée qui vient de Rod Serling, et de toute manière pour ceux qui aiment la quatrième dimension, c'est une idée qui fait très quatrième dimension. Et enfin bref, bon, pour moi je pense que quand même que on doit à Rod Serling la Statue de la Liberté. Après la fin avec la bombe atomique de Binif, ça j'en suis pas certain. Et toujours est-il que voilà, la Fox et Jacobs, ils ont peut-être pas été si convaincu que ça, parce que il va y avoir un autre traitement, à moins que toi tu aies peut-être des choses à dire sur Rod Serling. Non, pas plus, non, effectivement. Ok, alors j'enchaîne avec la suite parce qu'au final, c'est Pierre Boulle qui va rempiler. Alors, est-ce que c'est Jacobs ou la Fox qui l'a recontacté, ou est-ce que c'est lui? Parce que j'ai lu également que Alain Bernheim, son agent, aurait contacté Abjak pour proposer une suite, ce qui est peut-être pas forcément idiot. Les gars se sont peut-être dit attendez, vous faites une suite de la Planète des Singes, c'est comme mon poulain qui l'a écrit, moi je veux bien qu'il croque encore un peu, quoi. Et donc ouais, alors la Planète des Hommes, hésite pas à m'interrompre si tu as des choses à dire, hein, là-dessus. J'ai une petite citation si tu veux sur de Pierre Boulle himself, si tu veux. Ah bah vas-y, ouais. Allons-y. Alors donc je cite Pierre Boulle, hein, à propos de la Planète des Hommes. Donc il explique un petit peu là-dedans dans sa phrase. J'ai repris la chute du premier film comme point de départ, expliquait l'écrivain donc dans Ciné Fantastique en 1972. Taylor découvre que l'homme existe toujours, mais a régressé à un état primitif et sauvage. Il décide de devenir le chef de ses survivants d'un autre âge afin de les éduquer et de les rendre à une vie normale. Il leur enseigne l'art du langage, les singes y voient là un grave danger et une terrible guerre éclate. Les sous-hommes contestent l'autorité de Taylor parce qu'il veut faire la paix, et au final, ayant pour eux la supériorité numérique, il remporte la victoire et massacre tous les singes qu'ils écrasent sous leur nombre. Ouais, c'est à peu près ça, c'est un peu le résumé. Si, c'est même carrément ça, mais en résumé, donc moi j'ai trouvé plus d'infos. Oui. Donc ouais, ça date de juillet 68. Donc pareil, très très peu de temps après la sortie de Planète. Et donc ouais, en juillet 68, il livre un scénario, donc comme tu l'as dit, hein, qui s'appelle La Planète des Hommes. Et donc ouais, lui, il situe l'action 12 ans après la fin du premier film. Donc voilà, donc je vais pas revenir sur toute la partie concernant Taylor, hein, parce que là tu l'as très bien résumé. D'ailleurs, je parlais des comics, c'est également dans une des mini-séries qui était sortie chez Malibu Comics, qui s'appelait Blood of the Apes, si je me rappelle bien. Il reprenait cette idée avec des humains qui s'appelaient les Taylorites et qui savent parler et écrire et qui essaient de l'apprendre aux autres humains qui eux sont restés cons comme des balais. Et donc ouais, l'idée c'est effectivement donc 12 ans après, donc de son côté Taylor il a rencontré des hommes, mais lui il a plutôt une approche pacifiste, on va dire. Et de l'autre côté, donc dans Ape City, Cornelius a purgé une peine de prison pour hérésie, parce que rappelez-vous, à la fin de Planète, Zaius fait détruire les preuves qui matérialisent bien le fait qu'il y a un lien entre l'homme et le singe et que clairement l'homme était développé avant le singe, et donc il fait tout détruire en disant vous serez condamné pour hérésie. Donc là, il avait repris cette idée-là, donc l'idée d'un Cornelius qui sort un peu à la Nelson Mandela, quoi, qui sort de prison et qui brigue
légue la place de ministre des Sciences, donc en compétition avec le docteur Zaius. Et le programme de Cornelius, c'est bien de tendre la main aux humains afin de les sortir de leurs conditions misérables. Alors que de son côté, bien évidemment, Zaius, lui, il campe sur ses positions, à savoir l'humain est une menace pour la civilisation simiesque. Donc, sans grande surprise, c'est Zaius qui remporte les élections. Hein. Étrangement, la peur, ça fonctionne bien. Hein. Pour gagner les élections, on parlera absolument pas de l'actualité. C'est pas du tout dans l'actualité, effectivement. Non. Donc, je rappelle qu'on est en décembre 2016, hein, pour ceux qui écouteraient ce podcast peut-être beaucoup plus tard. Mais donc, je disais, donc Zaius remporte les élections et planifie avec Ursus. Donc, on retrouve également des éléments dans le traitement de Pierre Boulle qu'on va retrouver quand même dans la version finale. Donc, avec Ursus, il planifie donc une guerre d'extermination contre les humains, donc à travers la planète interdite, quoi. Donc, Zira, Cornelius et Lucius, hein, rappelez-vous de Lucius, donc le neveu un peu rebelle le hippie, donc le neveu de Zira qu'on voit, hein, dans le dernier acte de Planet of the Apes. Donc ces trois-là vont rejoindre Taylor pour le prévenir du danger imminent. Et Sirius, le fils de Taylor, c'est lui en fait qui va combattre l'armée des singes. Et donc son père, lui, veut que surtout qu'il fasse des prisonniers, parce que son but à lui, c'est pas lui, il veut rétablir la paix entre les singes et les humains, tout comme Cornelius et Zira. Mais Sirius en fait va lui désobéir. Et comme tu le disais, dans le traitement de Boulle, les hommes sont très nettement en supériorité numérique, et donc ils cartonnent les singes. Et ça se termine même très mal pour Taylor, parce que Taylor se fait tuer par les autres humains, parce que lui, il cherche à défendre notamment Cornelius et Zira. Et donc Zira et Cornelius, eux, vont préférer se donner la mort. Donc ça, pareil, hein, peut-être qu'on en reparlera, mais là, on va pas spoiler les films d'après, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver. Et donc ils préfèrent se donner la mort. Et pendant que alors que Sirius et les humains, ils ravagent complètement Ape City, tant et si bien qu'à la fin, ce sont les singes qui retournent à une condition quasi animale. Et le film, tel que l'envisageait Pierre Boulle, devait se terminer avec un docteur Zaius derrière les barreaux d'une cage d'un zoo, où il arrive à peine à annoncer son nom, quoi. Moi, ça me choque particulièrement qu'on puisse faire ça à quelqu'un, une telle éminence, telle que le docteur. Ça va aller, docteur. Non, mais c'est vachement intéressant, parce qu'il y a quand même pas mal d'embryons de ce qu'on va retrouver après dans tous les films de la série, dans les 4 films qui constituent la première série faite dans les années 70. Hein. Puis même rien qu'avec ces deux traitements-là, dans le traitement de Rod Serling, il y a quand même l'idée d'un deuxième vaisseau. Bon, même si là, ils viennent de la même époque que Taylor, il y a l'idée d'un deuxième vaisseau, l'idée de Nova qui se fait tuer, et ce qui met quand même bien Taylor en rage. Et dans le traitement de Boulle, on retrouve l'idée d'une bataille entre les hommes et les singes. Exactement, aussi, l'idée d'une volonté d'un mais là c'est encore Zaius c'est Zaius qui tire les ficelles et pas vraiment Ursus, alors que ça va le rapport de force va un petit peu changer dans Binis. Complètement, ouais. C'est même assez étonnant, parce que dans le premier Zaius a un rôle prépondérant. Hein. Ah bah oui, c'est lui clairement lui qui tire les ficelles, comme tu le disais à l'instant. Ah bah c'est lui le bad boy, hein, dans. Ouais, complètement. Que Ursus va avoir dans Binis, il va avoir un rôle prépondérant. C'est lui complètement qui met ses couilles sur la table, excuse-moi l'expression. Non, mais c'est clairement ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Et mais cela dit, ça pour le coup, c'est plus proche du roman de Pierre Boulle, parce que donc dans le roman de Pierre Boulle, certes, beaucoup de gorilles sont là, ils utilisent la force. Enfin, ils ont en gros, c'est des ouvriers ou des soldats. Enfin, il n'y a pas de soldats dans le roman, mais ils sont là en gros pour utiliser pour leur force. Mais c'est également eux qui constituent l'aristocratie. Et même si on a l'impression dans le roman que le docteur Zaius c'est lui qui mène la danse, on comprend que derrière, en sous-texte, il y a plutôt en sous-main, pardon, il y a un gorille qui tire vraiment les ficelles. Et finalement, on retrouve ce setup-là dans Binis, avec un docteur Zaius qui est le gardien de la science et de la foi, mais qui est quand même obligé de rendre des comptes à un gorille. Et que voilà, quand le gorille prend des décisions, même si Zaius n'est pas d'accord avec, il est obligé de les suivre. Mais on va peut-être reprendre donc sur l'évolution
l'évolution des scénarios, parce que voilà, c'est ni le traitement de Rod Serling ni celui de Pierre Boulle qui vont être gardés. Alors aucun des deux remportera la timbale. Parce que pour le coup, le général Ursus de Binnis, en fait, c'est plutôt Mort Abrams qui a marqué de sa patte ce film. Pas pour le meilleur, parce que en fait, lui, il va imposer certaines choses. Il va dire, pour lui, il y a 3 points importants. Premier point, il faut absolument que les décors, les costumes et les maquillages soient ceux du premier film. Là, on comprend tout de suite. Hein, objectif, thune. et donc, il veut aussi que c'est un corollaire, un deuxième point. En fait, il faut pas que le scénario donne lieu à des dépenses prohibitives. Donc forcément, hein, comme j'ai dit, hein, objectif thune. C'était déjà suffisamment de difficulté comme ça. Hein. Voilà. Et le troisième point, c'est que Jacobs doit approuver les nouveaux concepts. Bon, ça, à la rigueur, on s'en rend un peu moins compte. Mais donc, Mort Abrams, il va dire, bah, après tout, vos idées, Rod Serling, t'as peut-être fait la 4e dimension, Pierre Boulle, t'as peut-être écrit Le Pont de la rivière Kwai, mais moi, je vais vous donner des idées, hein. Les idées, c'est moi qui les ai. Alors, les pistes qu'il veut retrouver dans le script final, alors lui, c'est lui qui amène l'idée d'une 3e espèce qui serait trouvée dans la zone interdite. Alors, et également l'idée de la possibilité d'un 2e vaisseau qui suive la même trajectoire que le premier, donc celui de, appelons ça, de l'expédition Taylor, hein, si on veut lui donner un nom. Et bon, même si le nom du vaisseau c'est Icarius, mais c'est pas un nom officiel. Hein. Vous trouverez ce nom Icarius, mais ça c'est un nom que les fans lui ont donné et qui va être repris par la suite. Mais voilà, bref. Je m'égare un petit peu. Donc il amène une idée donc qui sera gardée également concernant les mutants, c'est l'idée que les mutants sont non violents parce qu'ils ont abandonné toute idée de violence suite à l'explosion de la bombe. En même temps, je peux comprendre que ce soit un petit peu traumatisant, hein, un holocauste nucléaire. Effectivement, peut-être que tu te dis tiens, si on arrêtait de se foutre sur la gueule. Et donc l'idée qu'ils cherchent à se débarrasser de Taylor, non pas en lui faisant du mal, mais en le rendant fou. Donc ça va. Là, toutes les idées que je suis en train de donner, elles vont être conservées, hein, parce que vu que voilà, c'est lui le producteur associé, les idées qu'il a données, je pense qu'il y a des gens qui nous dit que c'était pas bon, mais ils disent non, si, c'est bien, on garde. et donc ouais, l'idée des hallucinations visuelles dont on n'a pas encore vraiment parlé, mais de toute façon c'est pas grave, on va en reparler dans la partie critique. L'idée des hallucinations visuelles, tout ça, ça vient de lui. Donc en gros, lui, il met ça sur la table en disant démerdez-vous, écrivez-moi un script et je veux ça dedans. Et oui, et lui, ce qu'il veut absolument, il veut conserver l'idée qui était déjà dans Planète, l'idée du choc visuel. Alors dans Planète, il y a 2 chocs visuels. Un premier au bout d'une demi-heure, parce qu'il faut quand même attendre 30 minutes pour voir le premier singe dans Planète. C'est extrêmement bien amené. Et donc il y a un premier choc visuel au bout d'une demi-heure où là on découvre les singes pour la première fois. Et donc c'est une vision qui est vraiment effrayante. Et donc il veut qu'on remette au milieu du film un choc visuel et un 2e choc visuel à la fin pour rivaliser avec Lady Liberty, hein, donc pour rivaliser avec Statue de la Liberté. Mais là, bon, ils vont vite comprendre que ça va être quasiment impossible de rééditer l'exploit, quoi. Donc il a quand même voulu qu'on conserve le caractère critique du premier film, notamment la critique de l'aspect autodestructeur de l'humanité. Et une des idées qu'il a, donc, c'est celle des humains télépathes. Et là, je me dis, mais putain, d'où elle est venue cette idée de vouloir absolument des télépathes? Et toujours est-il que voilà, lui, il trouve que il y a pas assez de ça dans les dans les versions de Serling et Pierre Boulle. Et donc c'est là où on décide de faire appel à Paul Dehn. Alors peut-être que toi, tu veux un peu parler de Paul Dehn? Ouais. D'autant plus que voilà, il a été le scénariste de Goldfinger quand même, le troisième James Bond, c'était 1964. Je rappelle juste aux auditeurs, petit moment promo, avec Geek et Légende, vous avez fait un très long épisode consacré à James Bond. Un très gros double épisode, ouais, effectivement. Il a aussi participé à un autre film d'espionnage, donc L'espion qui venait du froid, et très certainement que ce goût pour l'espionnage lui venait de son passé d'ancien officier des opérations spéciales pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait été aussi très sensible au péril nucléaire et notamment ce qui s'était passé sur Nagasaki et Hiroshima en 45. Et il était également poète et il est l'auteur d'un livre de poèmes, oui c'est ça, qui s'appelle donc Quake 3 fois, qui est un livre sur le péril nucléaire et il y a donc sous forme de comptine, c'est écrit sous forme de comptine. Si tu veux que je cite une des comptines, si tu veux. Ah oui, fais-toi plaisir, vas-y. Alors donc, je vous cite donc Paul Dehn, une de ses comptines.
collision de neutrons, une pochette de positrons, une fission, nous courons à l'extinction. Voilà. C'est toute beauté. Ouais, c'est toute beauté. Enfin, c'est assez marrant. Tu vois ça dans le making of de Binis. Le mec, tu te dis, il était quand même bien barré, quoi. Et il a mis justement tous ces éléments-là dans son scénario. Paul Dehn, il va travailler aussi sur les 4 suivants, sur les 4 épisodes suivants, sur les 4 séquelles de la série POTA, donc des Planet of the Apes. Donc du coup, il a quand même vachement marqué l'esprit de la série, quand même si c'est vrai qu'on a tendance à retenir que le film de 68 pour des raisons qui sont très bonnes à mon point de vue. Oui. Mais c'est vrai que toute la suite, c'est Paul Dehn qui est derrière et bon voilà, ouais, ça va, il va bien marquer de son empreinte la saga, quoi. Alors, chers auditeurs, je me dois de faire un tout petit erratum. En fait, on s'est un peu enflammé au cours de l'enregistrement. Ted Post n'a pas travaillé sur le tout dernier épisode de la saga. Il n'a pas travaillé sur Battle for the Planet of the Apes, même si c'était prévu comme ça initialement. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler lorsqu'on fera l'épisode consacré à ce 5e film. Voilà, on reprend. Alors, il y a un traitement dont j'ai pas parlé, parce que là, je ne vois quand même pas tout parler. Il y avait un autre traitement qui s'appelait, je crois, la face cachée de la Terre. Mais alors celui-là, on n'est pas bien sûr de qui est derrière. Alors, je vais peut-être pas en parler parce que là, il y a un peu de redite avec ce qui a été fait avant et ce que va faire Paul Dehn. Peut-être qu'un jour, je ferai un épisode consacré au film de la planète des singes que vous ne verrez jamais. Mais parce que notamment la période justement après la fin de la saga et avant le remake de Tim Burton, il y a quand même pas mal de gens qui ont essayé de remonter la planète des singes. Il y a eu des projets, certains qui devaient être très bien, d'autres un peu farfelus. Donc peut-être qu'un jour que je ferai un épisode centré là-dessus. Mais toujours est-il que le premier traitement de Paul Dehn s'intitulait Planet of the Apes Revisited. Et donc dans son idée en fait, donc ça devait commencer tout de suite après la fin du premier film. Donc là, comme dans le traitement de Rod Serling et comme dans la version finale, donc Nova et Taylor donc chevauchent dans la zone interdite et rencontrent une race d'humains télépathes qui vivent en dessous des restes de Manhattan. Donc là déjà on est quand même on est très proche de la version finale. Et dans le même temps, une armée composée de gorilles marche sur la zone interdite pour y exterminer tous les humains qui s'y trouvent et s'approprier cet espace. Donc ça, pareil, ça restera. Et donc, cette armée et les mutants étaient censés périr dans une explosion nucléaire souterraine, tandis que Nova et Taylor s'échappaient et retrouvaient Zira et Cornelius dans Ape City. Et dans Ape City, en fait, Cornelius et Zira établissaient un nouvel ordre. Donc là, pas le nouvel ordre de Star Wars 7, hein, mais donc une fin vraiment hyper optimiste au cours de laquelle les humains qui jusque-là étaient en cage recouvraient la liberté. Donc voilà, une fin avec des papillons et des oiseaux, quoi. Mais si t'enlèves cette touche d'espoir à la fin, finalement, grosso modo, ce premier traitement, c'est quasiment Binis, quoi. C'est à ce moment-là, c'est à la suite de ça quand même que Don Medford, qui jusque-là était censé réaliser le film, il décide de claquer la porte. Parce que là, lui, il dit non, c'est pas possible. C'est quoi ces scénarios de merde? Et donc, il claque complètement la porte. Et j'ai lu également une anecdote racontée par Ted Post. En fait, Post raconte que quand Don Medford a su qu'il s'était engagé pour faire la suite de la planète des singes, il lui aurait téléphoné, mais genre en hurlant, tu vois, en mode hystérique, en lui disant ne fous pas les pieds là-dedans, c'est des tarés. et qu'en fait que Ted Post au fur et à mesure il a un peu flippé, mais peut-être que je vais continuer avec l'évolution du scénar, ouais. Donc alors là, il faut un peu reprendre avec ce qu'on a dit précédemment. C'est que Paul Dehn va devoir modifier son scénario suite aux négociations qu'il y a eu avec Charlton Heston. Donc c'est là où un peu l'histoire là, voilà, où les Athéniens s'atteignent, hein, on rejoint de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'on lui a dit bon, alors Chuck il doit mourir au début et tu te démerdes. et puis après c'est genre donc du coup Paul Dehn il propose un autre scénario, donc l'idée de Taylor qui découvre un vaisseau écrasé avec à son bord un seul survivant blessé, bon son nom on s'en fout, donc Taylor a le temps de lui expliquer sur quelle planète il se trouve avant d'être abattu par un gorille, et il meurt dans les bras de Nova qui va prononcer le nom Taylor donc pour la première et unique fois. Donc quand même tu vois là, pareil on retrouve des choses qu'on va retrouver après, oui. Voilà. Et
Donc après, bon, la même idée, hein, t'as toujours les mutants qui vivent sous terre. Là, il y a l'idée quand même d'une bataille finale dans la cathédrale, donc ça commence un peu à se préciser, ainsi que l'explosion de fin, donc qui est ressentie jusqu'à Ape City, où Cornelius fonde un ordre nouveau, blabli, blabla, il libère les humains, et voilà. Paul Dano, il sait pas encore bien comment il va assembler tout ça, quoi. C'est encore un peu brinque-ballant. Alors, il y a l'idée des mutants qui portent un masque humain. Ça, c'est une idée qui vient de Dan Stripique, donc dont je parlais plus tôt, donc qui était make-up artiste, hein, qui travaillait avec Dan Chambers. Et donc sur cette idée vient se greffer l'idée du culte de la bombe. Donc voilà, l'idée d'une bombe qui aurait donné une nouvelle vie aux mutants. Et donc les masques sont là un peu pour l'idée du masque, c'est parce qu'ils veulent symboliser le fait que les mutants masquent leurs émotions, parce que voilà, à cause de pour eux c'est les émotions humaines qui ont mené l'homme à sa destruction, ce qui est également la thèse du docteur Zaius, cela dit. Donc fin décembre 68, Paul Dano propose une version du scénario dans laquelle un astronaute nommé James Brent, donc ça y est, on commence à y arriver, arrive sur la planète après avoir suivi la même trajectoire que Taylor et son équipage. Donc là, ouais, plus ou moins le même début que le scénario final. Bon, alors après, voilà, il y a plusieurs variantes qui vont être envisagées. Donc l'idée qu'après l'explosion finale, les radiations donneraient naissance à une race de gorilles mutants, ça j'aurais aimé voir. Et les dernières images du film en fait devaient être dans un futur qui suit l'explosion, donc des gorilles mutants qui s'extirpent des dessous de la Terre et qui aperçoivent une colombe blanche et leur première réaction, eh ben, c'est de la buter. Donc tu vois vraiment la fin, mais vraiment power glauque, mais ça aurait pu me plaire. Et bon, en même temps, ils ont aussi envisagé une autre fin plus heureuse avec l'idée d'une hybridation entre singes et humains. Donc il y a des photos que tu as certainement dû voir, hein, des photos qui sont quand même assez célèbres, d'un make-up test d'un enfant mi-humain, mi-singe. Et l'idée a été écartée parce qu'ils se sont dit, on va nous taxer de zoophilie. Donc déjà, ça j'en avais parlé, cette idée de la zoophilie, on la retrouve déjà dès le roman de Pierre Boulle, parce que les singes sont choqués du fait que qu'Ulysse Mérou ait des rapports sexuels avec Nova, parce que pour eux, ils considèrent Ulysse Mérou, il est intelligent, il parle, et donc qui couche avec un être humain qui pour eux est un animal. Ça leur paraît complètement un peu barré, quoi. Donc il y avait également cette idée, c'est aussi pour ça qu'ils avaient abandonné l'idée d'une Nova enceinte à la fin de Planète, parce qu'ils se sont dit, pour les mêmes raisons, ils se sont dit, ouais, mais à Nova, c'est quand même presque un animal, ça. Puis apparemment, de toute façon, Charlton Heston n'aimait pas cette idée, donc du coup, ils l'ont pas gardée. Et oui, ils avaient peur de se confronter à la censure aussi. Et d'ailleurs, plus tard, Tim Burton aura les mêmes problèmes, hein. Il va couper une scène parce que dans la version de Tim Burton, il doit aussi avoir une romance entre le personnage féminin singe et le personnage principal. Et ça, il l'a viré parce que il a compris que ça passerait pas à la censure, quoi. Et donc voilà, et plus tard, donc il va être décidé, spoiler, de faire sauter la planète. Et donc la plupart des témoignages disent que l'idée vient effectivement de Dick Zanuck, vu qu'il était sur le point de se faire évincer du studio. Mais Charlton Heston dit que l'idée vient de lui également. Et bon, à mon avis, l'idée, elle a dû sortir d'un repas entre Zanuck, du franchier tous ces cons, avec Taylor, avec Heston qui dit de toute façon, j'ai pas envie de rempiler. Viens, on fait sauter la planète. Ouais, c'est ça. Puis le ressentiment de Zanuck était d'autant plus important que c'était son père qui était à la tête du studio et qui allait le lourder. Ouais, c'est ça. Ça a dû être quand même ardos, hein, à vivre. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, puis c'est ça, j'ai aussi entendu que Charlton Heston lui voulait de son côté dire voilà, de toute façon on pète la licence, je veux plus repartir dans la planète des singes, c'est hors de question, quoi. Et d'ailleurs, il y aura la même histoire avec la licence Alien, hein. Dans tous les Aliens, à chaque fois, comment elle s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Ouais, mais l'actrice Sigourney Weaver. Voilà, Sigourney Weaver, elle a jamais voulu rempiler. À chaque fois, ils ont réussi à la convaincre avec un chèque. Et mais clairement. Hein. Et c'est aussi pour ça que Alien 3 se termine comme ça, parce qu'elle dit OK, je veux bien faire le 3, rajoutez un 0 sur le chèque et assurez-moi que Ripley meurt. Et puis je le fais, quoi. Donc c'est pour ça qu'Alien 3 se termine comme ça, c'est parce qu'elle voulait pas niquer la franchise, mais elle voulait que Ripley dégage de la franchise. Que son perso soit fucked up. Mais bon, c'était sans compter sur l'imagination débordante des scénaristes et la propension à rajouter des zéros sur les chèques. Et d'ailleurs, c'est aussi à se demander si le Damn You Bastard, donc la toute dernière phrase du film, hein, c'est ça, c'est pas la toute dernière phrase, mais en tout cas la toute dernière phrase de Taylor,
à Zaius, je me suis demandé si c'était pas aussi Richard Zanuck à son père, Ah, Damn You ouais, Bastard, ouais, quoi. ouais, c'est pas con. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit tiens, c'est marrant. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça et c'est pas idiot. En tout cas, ouais, Zanuck, lui, s'est défendu en disant que l'idée lui était venue parce qu'il pensait que c'était pas une bonne idée qu'il y ait un trop grand nombre de suites à Planet of the Apes, et que de toute façon, le premier était bien et qu'en règle générale, les suites sont toujours moins bonnes que l'original. Bon, alors après, tu dis, oui, mais c'est quand même toi qui t'es battu pour qu'il y ait une suite. Tu seras pas un peu en train de te foutre de notre gueule? Enfin, bon, je laisse les auditeurs seuls juges de la sincérité des propos de Dick Zanuck. Un peu après ça, donc comme je le disais, en janvier 69, Don Medford quitte le projet, hein, il claque la porte et il est remplacé par, donc, comme on le disait, Ted Post. Et voilà, Medford a quand même souhaité prévenir Post. Il lui a dit quand même, donc, il a dit qu'il allait avoir affaire à une bande de cinglés qui allait réduire le projet en un tas de gravats. Et alors, bon. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que Ted Post va se rendre compte que Medford lui a pas vraiment menti, quoi. Et il a jamais caché qu'il était extrêmement conscient de la faiblesse du scénario du film. Et en gros, ça s'est pas très bien passé entre Ted Post et Mort Abrahams. Et principalement, voilà, à cause des apports que tout ce qu'a voulu ajouter Mort Abrahams. En fait, à propos des idées de Abrahams, Ted Post a dit que tout ce qu'il apportait, c'était que des idées clichés ou ultra rebattues, quoi. Mais bon, voilà, comme je le disais, hein, du fait de sa position de producteur associé, c'était pas évident de lui dire merde en face, quoi. Et puis surtout, il a dû faire face à un autre gros problème, notre cher Ted Post, c'est que au départ, le budget alloué était prévu à 5,5 millions. Donc on n'est pas très loin de ce qui était prévu pour Planète, hein. Le premier film, c'est 5,8 millions le budget final. Donc on était plus ou moins dans les clous. Et donc il pouvait se permettre d'être ambitieux. Et en fait, en cours de route, on a dit non, finalement, on va réduire le budget à 3 millions. Alors, il y avait quand même une idée, un côté rationnel derrière ces chiffres, parce qu'en fait, apparemment, les chiffres de l'époque des box-office démontraient qu'en règle générale, une bonne suite rapportait 2/3 de ce que rapportait l'épisode précédent, et que les mauvaises suites rapportaient la moitié, quoi. Donc si tu prends, donc ils se sont dit que Binif ça allait être mauvais vu que 3 millions, on est quasiment à la moitié du budget du premier, donc ils se sont dit voilà, on va limiter la casse. De toute façon, ça va pas rapporter beaucoup d'argent, donc on va pas investir de trop. Et donc il y a pas mal de choses qui ont disparu. Apparemment, Ted Post, il voulait faire des scènes sous-marines et que voilà, qui auraient été annulées, mais moi j'ai vu de traces de ça nulle part dans aucun des traitements. Mais enfin bon. Sous-marine carrément. Ouais. Et attends, des gorilles qui nagent, j'aurais aimé voir ça. Déjà, on voit une scène de sauna qui est quand même pas piquée des hannetons, qui est quand même assez formidable. On va en parler après. Ouais. Donc en fait, Ted Post, il est conscient des faiblesses du scénario et il va un peu paniquer en fait, et il va passer un coup de fil à Frank Schaffner, donc comme on le disait, hein, qui était en train de réaliser Patton, et il lui parle de ses soucis. Et Schaffner va lui donner une très très bonne idée. Il lui dit mais pourquoi t'appelles pas Michael Wilson? Michael Wilson, c'est lui donc qui a repris les travaux de Rod Serling pour écrire le scénario de Planet of the Apes. Et donc il a apporté beaucoup d'idées de Planet of the Apes, hein, quasiment 80% de Planet of the Apes, c'est Michael Wilson. Et donc du coup, il a contacté Michael Wilson qui était chaud en fait pour remplir. Mais la Fox a refusé en disant que ça coûterait trop d'argent. Et alors que je crois que Wilson n'était pas hyper gourmand, il devait demander un truc genre $50,000, quoi. Mais voilà, ils étaient vraiment à compter les sous, quoi. Et même Post avait lui-même des idées de scénario, mais voilà. Bon, je vais pas les développer parce que honnêtement, bon, lui, il pense que ça aurait changé des choses. Moi, j'ai lu, je vois pas trop. Ouais, il saurait peut-être améliorer certains trucs, mais toujours est-il quoi, il a proposé des idées de scénar à Mort Abrahams, mais Mort Abrahams, il voulait rien savoir, quoi. Et puis ouais, les derniers revirements concernant le scénario, c'est lorsque l'agent de Charlton Heston a exigé qu'Heston disparaisse au début du film pour réapparaître à la fin. Et donc avec Heston qui aurait dit ouais mais bon, vous me faites mourir à la fin et puis vous faites exploser la planète, on n'en parle plus. Donc voilà, donc comme je dis, donc voilà, j'ai deux. Il y a à la fois Dick Zanuck qui reconnaît que lui il était ok pour que c'était son idée de faire sauter la planète, et Heston qui dit la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression, à mon avis, ils ont dû avoir un dîner bien arrosé tous les deux. Ça c'est ma théorie, hein, parce que j'en sais rien. Charlton Heston était plutôt well. Non, il buvait pas. Il était parfait. Très sportif. Ouais.
Donc voilà, là on a fait le tour, on a un peu fait le tour de la question de l'évolution du scénario, quoi. Donc bon, on va pas reparler des décors parce qu'au final, les décors du film, bah ils sont contentés de nettoyer les décors du premier qui avait tenu. Hein, donc je vais pas réexpliquer comment ils ont été construits parce que je l'explique quand même dans les grandes largeurs dans l'épisode 4. Mais en gros, ouais, sachez juste que tous les décors extérieurs, ils ont tenu le coup. Donc ils ont juste eu à leur donner un petit coup de peinture, un petit coup de jet d'eau et puis voilà. Par contre, ils ont dû refaire tous les décors en intérieur. La maison quand on voit l'intérieur de la maison de Cornelius et Ziara, et ça, ils ont dû le refaire. Et donc, pour économiser un peu d'argent, ils ont réutilisé les décors de Hello Dolly, notamment donc tout ce qui est dans le métro. Oui. Et donc finalement les seules vraies créations, c'est l'intérieur, c'est la cathédrale, quoi, qui a été fait selon le même procédé que Ape City. Donc tout ça fait en mousse de polyuréthane, quoi. Mais bon, j'avais lu ça, qu'ils avaient recouvert une partie des décors des Hello Dolly, ils avaient recouvert effectivement une mousse polyuréthane, ce qui donne cet aspect fondu qui va assez bien si on se met sur un plan post-apo. C'est vrai que ça va pas trop mal, quoi, ça va plutôt bien. Ouais, ça passe plutôt bien, quoi. Ouais. Et les décors aussi, je sais pas si t'avais lu ça, mais il y a beaucoup de matte painting, énormément de matte painting pour tout le métro de New York. Et peut-être à la rigueur, ce que je t'invite ce que je te propose, c'est qu'on rentre directement dans la partie critique. Ouais. Okay. Et comme ça, on peut l'évoquer plus en détail. Ok, ça marche. Voilà, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour cette première partie. Quand on a enregistré, on n'avait pas forcément pensé à scinder l'épisode en deux, mais c'est vrai qu'on a quand même parlé longtemps. Je pensais enlever plus de choses au montage, et puis finalement, j'ai préféré garder le côté conversation à bâton rompu. Donc du coup, pour éviter un épisode un peu trop long et un peu trop lourd à télécharger, on va couper ça en deux. Donc on va bientôt se retrouver pour la deuxième partie dans laquelle on fera vraiment, on passera au crible tout le film, on va peut-être le passer à la sulfateuse, ça vous verrez. En tout cas, voilà, ça va être une critique du film, on va évoquer les séquences les plus marquantes en donnant notre opinion, on n'a pas forcément toujours la même. Et voilà, bon, après la conversation va pas mal s'élargir, on va trouver le moyen de vous parler de Alf, de la soupe aux choux, de Grey's Anatomy, donc ne zappez pas, quoi. Si vous avez écouté cet épisode en prenant le métro, faites gaffe aux mutants. Hein. D'ici là, bon, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Hein. Ça se fait encore de souhaiter ça. Et puis voilà, quoi. En attendant la deuxième partie, eh bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à bientôt les Spartiates. Mais bon, du coup, c'est encore un peu brinque-ballant. Ah putain, il y a GarageBand qui a encore déconné. Ah, mais en fait, tout à l'heure, peut-être qu'il avait pas tout perdu. Parce que là, je l'ai vu s'éteindre. C'est peut-être juste un problème d'affichage. Écoute, je vais relancer l'enregistrement, mais ça se trouve, j'espère que toi, ça marche chez toi, parce que ça se trouve. Oui, non, ça marche nickel. Moi, je suis à 1h24, là, donc c'est bien, tout va bien. Donc, attends, je vais reprendre, parce que je sais pas exactement. Attends, désolé, je vais revenir un peu en arrière. Vas-y, non, y a pas de mal, aucun problème. C'est ton podcast, c'est ton émission. Et donc voilà, ouais, comme je le disais, donc c'est peu après, en janvier 69, que Don Medford donc a claqué la porte et donc il est remplacé par Ted Post, mais ça on en a déjà parlé et je pense que je vais le virer au montage. Tiens, juste si tu veux, Ted Post, il a donc le merdier dont on a parlé tout à l'heure de 1978. Le titre original c'est Go Tell the Spartans, donc je pense que ça va te plaire, toi qui dis toujours à tes auditeurs à plus les Spartiates, voilà. Ouais, tu m'étonnes. À la fin de tes épisodes.
C'est que des fois, il y a quand même du sens dans mes notes. Si je parlais pas tout de suite de l'éviction de Don Medford, c'est qu'il y avait une raison. Et bon, voilà. Oui, donc, alors je vais reprendre.